Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public, débat, chronique, reportage et expertise de nos invités. C'est ce que l'on vous propose tous les jours, du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat. Et voici le sommaire de ce 15 décembre avec cette question: comment faire sortir Christophe Glaise des geôles algériennes? La mère du journaliste français a écrit au président Tebboune aujourd'hui pour défendre l'innocence de son fils et demander sa grâce. Cette démarche peut-elle aboutir? Quelles leçons tirer de la libération de l'écrivain Boualem Sansal il y a un mois? Les relations franco-algériennes sont-elles en train de s'apaiser? On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, c'est un portrait politique, psychologique et idéologique de Vladimir Poutine que l'on vous propose. Plus de 25 ans au pouvoir et une référence constante à l'histoire soviétique, notamment quand il s'agit de justifier l'invasion de l'Ukraine. C'est un fait historique. La politique bolchevique a donné naissance à l'Ukraine soviétique. Même aujourd'hui, nous avons une bonne raison de l'appeler l'Ukraine de Lénine. Il en est l'auteur et l'architecte. Ceci est pleinement confirmé par les documents d'archives. C'était 2 jours avant l'invasion. Pourquoi Vladimir Poutine a-t-il envahi l'Ukraine? Rêve-t-il de restaurer cet empire soviétique? Comment s'est-il maintenu aussi longtemps au pouvoir? Quelle est l'ampleur de sa fortune? C'est une plongée dans le despotisme poutinien que l'on vous propose tout à l'heure. Sur ce thème, vous pouvez réagir grâce à notre QR code. J'attends aussi vos questions, vos réactions sur le sort de Christophe Glaise, condamné en appel à 7 ans de prison en Algérie. Sa famille était reçue aujourd'hui au Sénat. Clémentine Louise. Une trentaine de sénateurs et le président du Sénat entourent les parents de Christophe Glaise. Tous réunis au Palais Bourbon cet après-midi pour témoigner de leur soutien et de leur lutte pour sortir des geôles algériennes le journaliste sportif arrêté en mai 2024 et condamné il y a 2 semaines à 7 ans de prison ferme pour apologie du terrorisme. Je pense que tous celles et ceux qui participent ici aujourd'hui sont largement solidaires et nous ne demandons qu'une seule chose, c'est la libération de Christophe Glaise qui n'a rien à faire en prison. Ça n'est qu'un journaliste sportif qui est allé faire un reportage sportif dans des conditions peut-être qu'il n'est pas complètement mesurées, sans doute, mais en tout cas qui reste un journaliste qui n'a pas sa place évidemment en prison. Après la grâce accordée à l'écrivain Boualem Sansal il y a un mois, la mère de Christophe Glaise vient d'envoyer une lettre au président algérien pour lui demander cette même faveur, mais pour son fils. C'est sa prérogative de président de la République algérienne. Donc pour nous, oui, il a toutes les cartes en main et donc c'est à lui à faire ce geste d'humanité pour nous, qui n'est pas corrélé avec la grâce de Boualem Sansal. Parallèlement à cette demande de grâce, le journaliste sportif de 36 ans a déposé il y a quelques jours un pourvoi en cassation contre sa condamnation afin d'obtenir un nouveau procès. Le pourvoi en cassation, c'est une mesure technique qui permet de maintenir un contact avec ses avocats. Et il est clair aujourd'hui que nous n'avons pas grand-chose à attendre de la justice algérienne. La grâce, c'est la solution. Il est indispensable de trouver une issue rapide parce que sinon ça va devenir une épine dans le pied de l'Algérie et ça va devenir quelque chose qui va pourrir ses relations avec l'ensemble de la communauté internationale, y compris le sport. Emmanuel Macron a promis d'agir auprès des autorités algériennes pour obtenir sa libération. Christophe Glaise est aujourd'hui le seul journaliste français détenu à l'étranger. Et nous aussi, à la rédaction de Public Sénat, on a choisi de se mobiliser pour obtenir la libération de Christophe Glaise. J'accueille Sylvie Godard, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes la maman, la mère de Christophe Glaise. Olivier Cadic, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sénateur Union centriste des Français établis hors de France et vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Emmanuel Daoud, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes l'avocat français de Christophe Glaise. Et Anne-Charlène Bézina, bonsoir Anne-Charlène. Bonsoir Thomas. Constitutionnaliste et éditorialiste pour Sens Public. Vous avez donc, Sylvie Godard, écrit personnellement au président algérien Tebboune. Que vouliez-vous lui dire, tout simplement? Je voulais vraiment lui dire du fond du cœur que je suis une maman qui n'a pas serré son fils dans les bras depuis octobre 2024 et que c'est très difficile pour nous ce qu'on vit actuellement. Et je lui demandais un geste de magnanimité, de clémence je faisais appel à sa bienveillance pour que Christophe soit libéré dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Vous
espéré en écrivant cette lettre? C'est sans doute un espoir impossible parce que c'est trop rapide. Quand vous écrivez cette lettre, vous dire il y a Noël là, peut-être qu'il sera là à Noël, ou vous préférez ne pas vous offrir cet espoir-là? Si, parce que je pense que dans l'épreuve que nous traversons, la seule qualité qu'il faut avoir, c'est l'espoir et la combativité. Non, j'espère vraiment que peut-être il sera là pour Noël et qu'on pourra passer les fêtes avec lui. Ce serait inespéré. C'est évidemment ce qu'on vous souhaite tous ici, Olivier Cadic. Est-ce qu'on peut espérer un geste? On va être entre la démarche personnelle, la démarche judiciaire, la diplomatie parlementaire aussi, c'est ce que vous incarnez ici. Est-ce qu'on peut espérer un geste du président algérien? Je crois qu'aujourd'hui, quand nous avons accueilli les parents de Christophe, c'était déjà pour dire qu'au Sénat, ce que vous traversez nous touche, tous collectivement, humainement. Et donc, il était naturel que le Sénat, l'institution de la République, et au travers de Gérard Larcher, notre président, vous accueille, vous reçoive, vous écoute, vous apporte notre soutien. Parce que c'est une période très dure, celle que vous traversez, et l'appel que vous lancez, ça peut paraître être une bouteille à la mer ou un envoi, une carte postale, puisque ça va être effectivement Noël. Mais avant tout, rappeler la relation humaine, personnelle. Et le président Tebboune ne doit pas ignorer ce type de demande. Et je trouve que vous l'avez fait avec beaucoup de force, ce courrier. Et c'est un appel qui, j'espère, sera entendu. En tout cas, il était dans la retenue. Et vraiment, c'est ce que nous avons voulu exprimer, je pense, au Sénat. Et je pense qu'on était plus que 30. Quand il a été dit, quand on voit l'image du début du reportage, oui. Voilà, on était bien plus que 30 sénateurs autour de vous pour vous manifester ce soutien. Et cet appui. Une mobilisation évidemment très forte. Alors j'ai des questions très concrètes, Maître Daoud, sur l'état d'esprit, la santé de notre confrère. Est-ce qu'on sait où se trouve Christophe Glaise, dans quel état, dans quelle forme est-il aujourd'hui? Comment va-t-il? Alors il se trouve depuis presque 6 mois dans la maison d'arrêt de Tizi Ouzou, dans une cellule de 10 mètres carrés qu'il partage avec un autre co-détenu. Co-détenu à qui il a appris à lire et à écrire et à qui il a appris à jouer aux échecs. Parce que Christophe, maintenant je l'appelle par son prénom, est un homme d'une force incroyable, aussi fort que ses parents et que sa grand-mère. Ça doit être génétique, je pense. Et lui vit cela avec évidemment beaucoup de douleur et souffrance, mais il vit cela aussi comme une expérience. Et quand je l'ai vu le lendemain de la condamnation, où je m'attendais à le trouver anéanti... de la première condamnation ou de la condamnation en appel? De la condamnation en appel il y a 15 jours. Je l'ai vu le lendemain matin et il m'a accueilli avec ces mots. Sa maman le sait, c'est un stoïcien, mais il l'applique au quotidien. Et moi, je l'ai découvert en faisant sa connaissance. Et il m'a accueilli par cette pensée de Marc Aurèle, dans les pensées justement, en disant pour que... notre vie soit belle, cela dépend de la qualité de nos idées. Et il m'a dit ça avec un immense sourire, le sourire qu'on lui connaît. Et vraiment, c'est quelque chose qui est ancré en lui. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que Christophe a, heureusement pour le moment en tout cas, accès à la télévision. Et parmi les chaînes de télévision, je suis obligé de faire non pas de la publicité, mais de le dire, il y a beIN Sport. Et beIN Sport, c'est le sport et c'est le foot. Oui. C'est parce que c'est un journaliste passionné de sport qui enquêtait pour les magazines de Society et SoFoot en Algérie. C'est comme ça qu'il a été arrêté. Bien sûr, passionné de sport, passionné de football, passionné d'Afrique. Et toutes les manifestations de soutien, notamment du monde sportif, qui viendront amplifier cette vague de solidarité, Christophe va les recevoir comme une bouffée d'oxygène, ça va lui donner encore plus de force. Donc c'est important, grâce à vous, grâce à mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices, que ces appels-là, il va les recevoir et il va les recevoir dans son cœur. Alors, il a le droit
2 heures de sortie le matin, 2 heures de sortie l'après-midi. C'est quand même pas une pension de luxe, hein, parce qu'il a le droit à une douche par semaine. Donc c'est des vraies conditions de détention. C'est une prison algérienne. On y reviendra en détail si vous voulez bien, mais vous me disiez tout à l'heure, vous ne l'avez pas serré dans vos bras depuis de longs mois, parce que, alors il faut expliquer, il était en détention surveillée, c'est ça, en résidence surveillée pendant un certain temps? Tout à fait. Ouais. Il était en liberté sous contrôle judiciaire à partir de juin 2024. Il y a eu un premier procès renvoyé en février et ensuite le procès en juin 2025. Donc moi, je suis allée lui rendre visite en octobre 2024 et ensuite, je n'ai pas pu assister au procès de première instance et ensuite on l'a vu en août. Ouais. Comment vous communiquez avec lui? Est-ce que c'est possible de téléphoner, de lui écrire ou pas du tout? Alors, téléphoner, c'est impossible. Ouais. Il ne peut pas passer des appels et nous, on ne peut pas lui en passer également. On peut lui écrire des lettres, mais on a vu qu'il y avait énormément d'amis, d'amis journalistes, de famille, la famille, bien sûr, qui lui écrivaient. Et en fait, ces lettres sont données au compte-gouttes et on ne sait pas selon quelle disposition, je dirais, elles lui parviennent. Donc, maintenant, ce que nous avons décidé, c'est de lui écrire des phrases très courtes, parce que je pense que ça doit passer par la censure et que comme ça, on a peut-être un espoir qu'elle lui arrive très vite. Olivier Cadic, je veux bien que vous nous éclairiez sur le rôle de la diplomatie parlementaire. Par exemple, là, on parlait de la prison de Tizi Ouzou, des conditions de détention, de la capacité d'un ressortissant français à communiquer ou pas avec sa famille. Est-ce que vous avez un levier d'action ou finalement c'est très compliqué parce que ça dépend du pays, de son régime carcéral, etc. etc. Alors, en tant que sénateur des Français de l'étranger, je peux vous confirmer que c'est différent partout, oui. Mais que notre responsabilité d'élu, c'est d'ouvrir des portes et pas de construire des murs. Et donc, le rôle de la diplomatie parlementaire, c'est justement de chercher à développer le dialogue dans le respect, sans ingérence. Puisque évidemment, chaque système judiciaire est différent. Et donc, il n'est pas question de dire, voilà, parce qu'on est français, on demande à ce que la justice soit différente dans le pays. Bien au contraire, on reste très respectueux. Mais c'est ce qui se passe effectivement avec l'Algérie, comme on a traversé récemment une période très difficile, justement diplomatiquement. On sent qu'il y a une amélioration depuis quelque temps. Je veux en profiter pour saluer quand même l'action de notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a toujours été constant sur ce souhait, cette recherche de maintenir le dialogue. Et donc, on peut espérer que nous jouons un rôle modeste, oui. Je vous l'accorde, mais que les parlementaires peuvent être des courroies de transmission. On a nous-mêmes nos collègues et on passe des messages. On y reviendra en détail sur les relations entre la France et l'Algérie. Est-ce qu'on est effectivement dans une phase d'amélioration? Vous commenciez, Maître Daoud, à nous parler de cette prison de Tizi Ouzou, des conditions d'incarcération de Christophe Glaise. Alors, je ne vais pas vous demander de faire un classement des prisons à l'étranger, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ces conditions de détention, tout simplement? Écoutez, pour avoir défendu des Français ou des détenus à l'étranger, je puis vous dire que les conditions de détention de Christophe, et je mets des guillemets, sont acceptables. Et qu'elles sont meilleures que dans d'autres pays. Et qu'elles sont peut-être un peu moins bonnes qu'en France. Mais ça reste un homme qui est enfermé, qui ne devrait pas l'être. Bien sûr. Mais on va rappeler dans quelles conditions il a été arrêté. Les conditions de détention ne sont pas attentatoires à sa dignité, pour reprendre la terminologie de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, il y a eu effectivement cette date, là, le 5 décembre, le procès en appel. Condamnation confirmée, condamnation à 7 années de prison ferme. Je vous propose d'écouter la réaction du président de la République, d'Emmanuel Macron. Alors, il était en déplacement en Chine. Voici ce que dit le président. La très grande préoccupation avec laquelle nous avons pris connaissance du jugement, il est excessif et il est injuste.
Monsieur Glaise, d'ailleurs, a eu l'occasion de s'exprimer, de se défendre, et je souhaite vraiment que les autorités algériennes entendent ce qui a été dit par celui-ci, sa famille, et ce que nous disons aussi aujourd'hui de la nécessité de trouver un chemin à cette situation, de lui permettre de rentrer en France. Et nous agirons comme on l'a fait, avec aussi respect, engagement, et dans un cadre qui n'est pas celui de déclaration médiatique, mais pour trouver des voies et des solutions. On y reviendra là-dessus, sur les déclarations médiatiques, la stratégie de la discrétion ou pas. Ce sera vraiment l'objet d'un chapitre, parce que je trouve que c'est très intéressant dans le dossier qui concerne votre fils, mais d'une manière générale dans les dossiers qui concernent des Français qu'on peut appeler otages d'État comme ça à l'étranger. Alors déjà, sur l'aspect judiciaire, Maître Daoud, vous pourvoyez en cassation, c'est ça? On en est à cette phase aujourd'hui? Oui, alors ce pourvoi en cassation s'explique pour 2 raisons. Et seulement pour ces 2 raisons-là. La première, c'est que c'est la possibilité pour Christophe de pouvoir continuer à avoir son avocat algérien sans restriction, avec un permis de communiquer qui est libre. Il n'a pas besoin de demander l'autorisation d'un juge, et en particulier d'un juge de l'application des peines, ce qui aurait été le cas si la condamnation était définitive. À partir du moment où il est très important pour un détenu d'avoir accès à son avocat librement, c'était une donnée qui était évidemment primordiale. La deuxième raison, et elle est tout aussi primordiale, Christophe, devant ses juges, a dit, réaffirmé, et nous l'avons plaidé, qu'il n'avait commis aucun manquement à la déontologie journalistique, qu'il n'avait fait que son métier. Et donc, c'était très important pour lui, pour votre confrère, de ne pas accepter cette décision en inscrivant ce pourvoi, mais comme l'a dit dans le reportage Thibaut Brutin de RSF, si vous me permettez la trivialité du propos, on met le paquet sur la demande de grâce. Oui. Et le judiciaire, s'il y a une décision, elle interviendra dans 10 ou 12 mois, et ce n'est pas le sujet du moment. Pour Christophe, c'était important d'avoir accès à mon confrère algérien, et c'était important aussi pour lui de pouvoir rester debout en réalité. Sylvie Godard, si on revient quelques jours, 2 semaines en arrière, juste avant ce procès en appel, vous parliez d'espoir tout à l'heure. Est-ce que vous aviez l'espoir dans la justice algérienne au moins d'un adoucissement de la peine? Oui, on avait un espoir juste quelques jours avant le procès, parce qu'il y avait eu beaucoup de signes d'apaisement dans les relations franco-algériennes, et il y avait également des signaux positifs pour nous, c'est-à-dire que on a eu l'obtention de nos visas très facilement. La compagne de Christophe, Valentine, qui, selon la loi algérienne, ne peut pas lui rendre visite, a eu son visa et a pu lui rendre visite. On a eu Emmanuel Daoud, l'avocat français de Christophe, qui a pu avoir un visa professionnel rapidement et qui a pu en plus plaider lors du procès de Christophe en français. Vous étiez dans la salle? Oui, le procès a commencé à 9h du matin et s'est terminé par le verdict à 18h20. Donc on était tout le temps dans la salle pendant environ 9 heures. Comment vous avez réagi? C'était difficile d'abord parce que c'était des sentiments très mêlés. Il y avait à la fois le plaisir de voir Christophe, qui était dans son box, entouré des policiers, mais en même temps qui nous souriait, qui avait l'air de dire « je tiens bon, ne t'inquiète pas ». Et en même temps, il y avait bien sûr la plaidoirie des 2 avocats, Amir Oujbakouri et Maître Daoud, qui ont démontré, donc on était quand même, on avait de l'espoir, comme vous disiez tout à l'heure. Et puis quand il y a eu le délibéré, on a commencé à se dire « ça dure très longtemps ». Ça a duré environ 1h15. Oui. Et on s'est dit, wow, c'est quand même très long, ce délibéré. Et puis quand le président du jury et les 2 juges sont revenus,
on a vu nos avocats qui nous regardaient et en fait, l'ambiance était telle qu'on s'est dit... Vous aviez un mauvais pressentiment, pas bon signe. Quand vous avez des magistrats qui ont laissé la place au débat contradictoire, parce que ce qui s'est passé durant cette audience aurait pu se passer devant une juridiction française, on a pu se battre, on a pu avancer nos arguments, Christophe a répondu en français. C'est pas un motif de gloire personnelle, je suis peut-être le seul avocat qui a pu s'exprimer dans une langue autre que l'arabe sans être traduit depuis l'indépendance de l'Algérie. Donc, on me l'a dit, ce sont les confrères et les consoeurs. Donc, ça ne voulait pas dire forcément qu'on allait avoir une décision d'acquittement. Mais tous ces signaux étaient extrêmement positifs. Et pour répondre concrètement à votre question, lorsqu'on a vu revenir les magistrats, et ça c'est de la perception de pénalistes, et qu'ils regardaient leurs chaussures et qu'ils ne nous regardaient pas, on s'est dit... Amirouche Bakouri et moi-même, on s'est dit ça sent pas bon. Et ensuite, il y a eu la décision dite en arabe, Amirouche me la traduisait, c'était oui coupable d'apologie, oui coupable de propagande. Et j'insiste sur ce point, sur la question des circonstances atténuantes. Les circonstances atténuantes n'ont pas été accordées. Donc on savait que la peine qui allait être prononcée allait être sévère, étant précisé que le procureur général avait requis la même peine qu'en première instance, c'est-à-dire 10 ans. Il est allé au maximum de ce qui pouvait être réclamé. Mais avec un réquisitoire, je ne vais pas le qualifier parce que je ne suis pas là pour polémiquer et que le temps judiciaire, c'est derrière nous, mais dont on ne peut pas dire, pour rester poli, qu'il était hyper construit. Bon, il faut quand même, on va revenir à l'origine, rappeler que c'est simplement un journaliste qui fait son travail comme des milliers de journalistes, des dizaines de milliers devraient pouvoir exercer leur métier un peu partout sur la planète. Et c'est exactement ce que dit, vous avez cité Thibault Brutin, qui est le directeur général de Reporters sans frontières. Voilà comment il réagit ce 3 décembre, juste après la condamnation en appel. Je tiens à vous dire le choc qui est le nôtre. Je rappelle que Christophe Glaise est le seul journaliste français détenu à l'étranger. Il a écopé de la peine de prison pour la deuxième fois, la plus lourde jamais prononcée contre un journaliste français depuis 10 ans. Et moi, je vous le dis, sur quel ton il va falloir expliquer que le journalisme n'est pas un crime? Pourquoi la justice algérienne n'arrive pas à le comprendre? Elle a loupé aujourd'hui l'occasion historique de sortir par le haut, de montrer qu'elle était capable de clémence, d'humanité, de compréhension de ce qu'est le journalisme. Olivier Cadic, il faut peut-être revenir, il y a effectivement apologie du terrorisme, propagande. Il faut rappeler que Christophe Glaise, il est parti enquêter, raconter l'histoire d'un club de foot, la jeunesse sportive de Kabylie, et que donc il a été en contact avec ses dirigeants qui sont qualifiés de terroristes et qui l'ont été d'ailleurs a posteriori par rapport au point de départ de son enquête. Bref, c'est un peu compliqué par l'Algérie. À quel point c'est une condamnation qui repose sur du vent pour vous, Olivier Cadic? Je pense que c'est surtout compris comme, j'ai envie de dire, presque un malentendu administratif. Une interprétation excessive de rencontres. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui en Algérie. Moi, chaque fois que j'y suis allé, ça a été dit, moi, à titre personnel, j'ai toujours été merveilleusement reçu, accueilli. Et donc, maintenant, parfois, on ne sait pas, les gens avec lesquels on parle, ils peuvent avoir des opinions, et alors que nous-mêmes, et généralement, les gens s'interdisent de parler de politique intérieure avec nous-mêmes. Donc c'est ça, c'est cette interprétation. Quand on voit le rôle de Christophe Glaise, son rôle de journaliste sportif, venir sur un club qui est très populaire, parce que ce club, c'est un des clubs les plus titrés d'Algérie. Et il a des tas de supporters. Est-ce que tous les supporters de ce club-là seraient engagés politiquement? Bien sûr que non. Ça serait même insensé de venir simplement le faire entendre. Donc il y a une vraie démarche sportive, journalistique, et c'est pour ça que Reporters sans frontières est justement en train d'expliquer, de dire je ne comprends pas. Et c'est ce qui fait que tout le monde est là, stupéfait par rapport à ce jugement, en se disant mais c'est pas possible, on va en sortir, c'est un malentendu, on se comprend pas. Et alors on a tous une forme de prudence dans nos propos parce que voilà, il y a une demande de grâce, on espère qu'elle sera entendue, mais enfin c'est quand même, il faut dire les choses, Maître Daoud, c'est-à-dire que c'est du journalisme, point.
quoi. Ce que faisait Christophe là-bas, c'est une enquête de journaliste. C'est une enquête de journaliste, ce n'est qu'une enquête de journaliste et 3 observations rapides. La première, il l'a expliqué, à chaque fois qu'il faisait une enquête dans un pays dit autoritaire, il passait par un visa de tourisme, parce que si vous passez par un visa professionnel, vous êtes signalé au service de sécurité et vous ne pouvez pas faire votre boulot de journaliste. Bien sûr. Premier point. Deuxième point, contrairement à ce que l'on pourrait penser, son enquête n'était pas axée sur la rencontre de dirigeants du MAC. Il en a vu un. Et qu'il avait déjà rencontré en 2015, et il n'y avait pas le moindre problème. Et si on commence à confondre les sources des journalistes avec le journalisme et dire que les journalistes adhèrent aux thèses de ceux qu'ils interrogent, auditionnent, c'est tellement grotesque que je vais m'arrêter là. Et la troisième observation, qui est très importante, dans le dossier, son MacBook a été expertisé par les fins limiers de la police judiciaire algérienne, qui ont conclu qu'il n'y a aucun élément qui intéresse l'enquête. Traduction pour vos auditeurs et auditrices, ou vos téléspectateurs et téléspectatrices plutôt, ça veut dire concrètement que les experts de la police algérienne considèrent qu'ils n'ont pas trouvé d'éléments d'apologie, pas d'éléments de détention de documents servant à déstabiliser l'État algérien, pas un poste, pas un courrier, pas un commentaire. Il n'y a rien dans ce dossier. Et il a été condamné, ou recondamné plus exactement, à 7 ans. Donc je comprends que l'on puisse parler d'une incompréhension administrative, mais du point de vue de l'avocat, et pour avoir étudié le dossier et l'avoir partagé en audience publique, ça ne s'est pas passé dans une arrière-cuisine, aux yeux et au vu de tout le monde, il n'y a rien. Bon. Il fallait que ce soit dit avec les répercussions, interrogation de Jacques qui nous écrit devant. Est-ce que cette condamnation risque pas de dissuader tous les journalistes étrangers de travailler en Algérie? C'est vrai qu'on se dit attention pour aller enquêter là-bas. Vous vouliez intervenir, Anne-Charlène? Je voulais dire qu'il y avait une logique politique aussi qui est intéressante. C'est-à-dire qu'on ne perd pas du tout espoir sur cette grâce parce que pour un État, considérer que eux ont martelé avec leur justice ce souci qu'on a parfois d'une espèce d'ultra-protection des sources, d'ultra-protection, au moins pour eux a été fait, c'est-à-dire que leur justice a rendu cette sentence, ce qui n'interdit absolument pas ensuite au chef de l'État de manifester de la clémence. C'est souvent comme ça que les choses peuvent se solder, parce que justement, les deux logiques judiciaires, mais pour le coup de clémence administrative aussi et politique, peuvent se manifester comme complémentaires dans l'esprit en tout cas de cet État. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il aime dans notre métier de journaliste, votre fils? Déjà, quand il était petit, il adorait le sport, le football, mais il a bien compris très très vite qu'il n'excellerait pas sur le terrain. On va être copains quand on va se retrouver. J'ai vécu ça moi aussi. C'était le tennis, mais bon. Oui, mais c'est vrai. Il y a un moment où on se rend compte que si on a la passion du sport, il faut trouver un autre moyen de l'assouvir. Alors, quand il était petit, il était très porté sur la littérature et sur l'écriture. Il adorait écrire déjà tout petit. J'ai eu de la chance, j'ai eu des poèmes à chaque fête. Donc c'était vraiment formidable. Il avait une très très belle plume. Et son beau-père, Francis, mon mari, lui a offert à 14 ans un journal sous foot. Et comme il était très entêté, il a dit « Je veux écrire là-dedans et je réussirai ». Donc après, il a fait toutes ses études littéraires. Et c'est pour SoFoot qu'il va enquêter, en l'occurrence en Algérie. Donc voilà, et c'est quelqu'un en fait de très professionnel. Il adore la presse écrite, il adore le journalisme. Il a écrit bien sûr des livres sur le football africain parce que l'ADN de notre famille est assez tourné vers l'Afrique et donc il adore son métier, il est passionné. Bon, on va effectivement, comme promis, ouvrir ce chapitre consacré un peu plus précisément aux relations franco-algériennes. Et alors pour l'ouvrir, tiens, je vous propose d'entendre votre mari Francis, c'était au mois d'août dernier. Les deux griefs qui lui sont reprochés, il est totalement absurde par rapport à la situation de Christophe et au travail de journaliste qu'il menait. Donc on ne peut pas interpréter autrement l'exagération invraisemblable de ces griefs si on ne comprend pas effectivement qu'il est une sorte de victime collatérale des mauvaises relations entre la France et l'Algérie actuellement. Alors, on est au mois d'août, il s'est passé plusieurs semaines, plusieurs mois. Est-ce que ces relations se sont apaisées, Anne-Charlène Bézina? Est-ce qu'on pourrait presque dire qu'elles sont en train de redevenir normales?
Alors d'abord, il faut vraiment prendre de la hauteur pour comprendre la relation conflictuelle entre la France et l'Algérie et remonter en 1870 à notre Second Empire pour comprendre que la présence française en Algérie a été vécue, est une invasion dont le peuple ne se remet vraiment complètement jamais au cours de son histoire. Et aujourd'hui, il me semble qu'en Algérie, on vit une forme d'histoire transférée et inversée, c'est-à-dire que la jeune génération est en quelque sorte influencée par un passé mémoriel qu'elle ne maîtrise plus, qui lui est transféré et pour lequel elle essaye de développer une forme de souverainisme tout à fait démesuré dans cette démarche, on va dire, de rétablissement de l'honneur. Et l'ampleur de cette fierté atteint aujourd'hui, évidemment, la relation entre la France et l'Algérie, qui a été source de tensions très fortes. Et quand même qui a plutôt évolué, on peut dire ça aujourd'hui ? Je parlerais d'apaisement graduel ou gradué, en tout cas dans cette relation, étant donné que la situation connaît vraiment une très grande force dans cette tension, avec la reconnaissance du Sahara occidental et de la souveraineté marocaine par le président de la République au cours de l'été 2024, sans aucune concertation, soyons honnêtes, aux limites d'ailleurs des procédures de droit international. Et la suite de l'histoire, évidemment, on la connaît, c'est celle de Boualem Sansal, incarcéré, puis Christophe, avec un geste qui véritablement se vit comme, je dirais, le départ d'une escalade diplomatique qui ensuite amène un véritable feuilleton de tensions de relations à une acmé, rappel d'ambassadeurs, remise en cause des accords de 68 qui reviennent dans notre débat politique national, et une phraséologie très dure, qui est celle de Bruno Retailleau, alors ministre de l'Intérieur, qui, on va le dire, crispe particulièrement les relations. Le président de la République, en dernier lieu, reprend la main, choisit justement de rétablir le contact direct avec son homologue, qui lui-même dit qu'il n'entend qu'une seule voix en France, qui est celle de notre président de la République. On a ensuite le ministre des Affaires étrangères européennes qui est reçu, et la poussière retombe jusqu'à la grâce accordée à Boualem Sansal, du fait sûrement, et peut-être, en tout cas on peut l'espérer, de ce changement d'hôte au sein du ministère de l'Intérieur, en la personne de Laurent Nunez, qui précise ne pas vouloir adopter la même méthode dure. Alors autant dire qu'en termes diplomatiques, l'Algérie est un régime ferme, centralisé, qui n'a pas l'habitude de ployer sous les menaces, et de se faire dans ce bras de fer, elle s'était plutôt sentie galvanisée, étant donné qu'elle ne craint pas justement en interne de véritable opposition ou de soulèvement interne. Et donc cet apaisement, là on voit, vous nous décrivez une gradation, donc si on se projette maintenant dans les prochaines semaines. Si on se projette, je crois vraiment qu'on peut espérer, même s'il faut faire face à un régime, j'aime bien cette expression de Georges Malbruno, calcifié, c'est-à-dire vraiment ancré, et de ce fait la crise est multidimensionnelle, elle devra être dénouée fil après fil en quelque sorte. Les relations géopolitiques avec le Sahara, les tensions humanitaires, on en a parlé avec ces deux personnes incarcérées, le désaccord migratoire, les défis sécuritaires aussi qui sont partagés. Donc l'Algérie et la France sont dans une situation d'interdépendance qui ne peuvent pas véritablement, à mon avis, tolérer d'escalade trop durable. Le Premier ministre français a fait savoir justement que l'importance était clé pour lui de maintenir un dialogue serein avec l'Algérie, lutte antiterroriste, coopération sécuritaire. Il a multiplié les domaines dans lesquels il espérait que cette relation s'apaise. Boualem Sansal lui-même a écrit récemment que l'Algérie ne peut pas vivre sans la France, ce serait une déchirure d'un peuple déjà à vif. Donc la grâce, on l'espère, accordée à Christophe Glaise pourrait être le signe ultime de cette reprise des relations apaisées, ouvrant la voie à, on va dire, une diplomatie volontariste qui nous amènerait à ce que l'interdépendance soit assumée et choisie par les deux nations. Et tiens, vous parliez de Boualem Sansal, je vous propose de l'écouter. Il donne quelques jours après sa libération une interview à nos confrères de l'agence France Presse. Il parle lui aussi de ses relations France-Algérie. Les choses pour lesquelles je me bats depuis 20 ans et je continuerai à me battre pour elles, c'est que la France et l'Algérie arrêtent leur machin, qu'ils fassent la paix, même s'ils ne sont pas d'accord sur un minimum, parce que là c'est la guerre permanente, et ça crée une instabilité psychique, morale, ça déstabilise tout le monde. Les Algériens qui vivent ici, ils ne savent plus s'il faut rester là, s'il faut partir. Les Français qui vivent en Algérie, là, voilà. Il faut stabiliser tout ça. Si on se hait, on se hait au même niveau. Et on ne change pas. Sylvie Godard, vous ne faites pas le lien entre les deux affaires, ou vous le faites ? Non, parce que
c'est deux affaires totalement différentes. Parce que Boualem Sansal, c'est un écrivain franco-algérien. C'est vraiment, il s'est battu pour la liberté d'expression et c'est tout à fait noble et il n'aurait jamais dû finir en prison, comme il a fait, en plus, un homme fatigué, malade. Mais Christophe, c'est un journaliste qui n'a jamais fait de politique. Si vous regardez tous les articles qu'il a écrits, tous les livres qu'il a publiés, il n'y a jamais aucune mention politique. Donc, et c'est la liberté de la presse. Donc, c'est deux affaires, pour moi, totalement différentes, mais qui se situent sur le même terrain, l'Algérie, et avec, comme disait Madame, des relations franco-algériennes qui, je pense, étaient tendues au départ et qui maintenant sont en train de revenir au beau fixe, en tout cas je l'espère. Maître Daoud, il y a eu d'abord une consigne, ça arrive dans plein de dossiers de la part du Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, plutôt une consigne de discrétion, de silence. On n'a pas su tout de suite que Christophe Glaise avait été arrêté. Est-ce qu'avec le recul, vous vous dites ça a été une erreur ou au contraire c'était la bonne stratégie ? Écoutez, moi je suis intervenu dans la dernière ligne droite seulement au niveau de l'appel. Donc ce qui a été dit, recommandé avant, je n'ai pas d'informations et je n'ai pas de commentaires à faire. Je crois que la ligne qui consistait à respecter la souveraineté du peuple algérien, l'indépendance de la justice algérienne, la volonté de ne pas ajouter de la polémique à la polémique était une bonne stratégie. Malheureusement, il y a eu cette décision totalement invraisemblable qui a été rendue. C'est très facile d'avoir de la lucidité rétrospective après coup. Ça n'a pas fonctionné. Nous espérons que cette stratégie de l'apaisement et aussi de mobilisation et de solidarité autour de Christophe et de manifestations publiques dans les médias, dans le monde du sport, incitera le président Tebboune, comme l'a dit Sylvie, à ce geste d'humanité, d'indulgence et de bienveillance. Je crois savoir qu'il a 5 enfants, dont 3 fils. Je pense qu'il doit savoir ce que c'est que de serrer un fils dans ses bras. Allez, on ouvre un tout dernier chapitre sur le sort de 2 autres otages français qui ont été détenus en Iran, eux, pendant plus de 3 ans. On en parle avec Steve Jourdain. Tout de suite, on va faire le point sur le dossier de Cécile Collère et Jacques Paris. Bonsoir Steve, bonsoir Thomas. À vous, qui sont toujours présents, on va dire ça comme ça, sur le territoire iranien. Oui, et ils ne sont officiellement plus considérés comme des otages par le Quai d'Orsay. Thomas, début novembre, Emmanuel Macron, vous en souvenez, annonçait qu'ils avaient été autorisés par les autorités iraniennes à rejoindre l'ambassade de France à Téhéran. Ça, c'est le tweet, le message sur X d'Emmanuel Macron. À l'heure actuelle, ils sont donc toujours interdits de sortie de territoire. On rappelle qu'ils étaient jusque-là, la plupart du temps, emprisonnés dans la prison d'Evin, cette prison dédiée aux détenus politiques. Cécile Collère, 40 ans, son compagnon Jacques Paris, 72 ans. Ils ont été arrêtés, pour rappel, le 7 mai 2022, au dernier jour d'un voyage touristique en Iran. Ils ont été accusés par Téhéran d'être des espions du Mossad, les services de renseignement israéliens. Et on se demande évidemment comment vont-ils ? Alors Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, s'est entretenu avec eux pas plus tard que vendredi dernier. Le Quai d'Orsay assure qu'ils vont bien. Ils auraient retrouvé une forme de vie sociale, un semblant de vie normale entre lecture et balade dans la résidence de l'ambassade. Ils ne sont en tout cas plus enfermés entre 4 murs et attendent désormais de pouvoir rentrer en France, Thomas. Et alors justement, pourquoi ne sont-ils pas encore revenus ? Qu'attend la France ? Alors officiellement, la France attend la fin du processus judiciaire côté iranien. Début novembre, le régime de Téhéran a en effet précisé que leur libération n'était qu'une libération conditionnelle. Écoutez. 2 citoyens étrangers ont été accusés d'espionnage et je pense qu'ils ont fait l'objet de la clémence islamique du pouvoir judiciaire. Notre citoyenne en France, Madame Esfandiari, est à présent libre. Elle se trouve dans notre ambassade et nous espérons qu'elle rentrera quand son procès sera achevé. Le ministre des Affaires étrangères iranien qui fait référence à cette femme iranienne de 39 ans arrêtée en France au mois de février pour apologie du terrorisme. Madieh Esfandiari, la justice
justice française lui reproche d'avoir incité à passer à l'acte contre la communauté juive dans la foulée des attentats du 7 octobre. Elle a récemment obtenu sa libération conditionnelle contre l'avis du parquet, mais elle a interdiction de quitter la France dans l'attente de son procès qui s'ouvrira très prochainement le 13 janvier prochain. L'issue de celui-ci pourrait déterminer l'avenir de Cécile Kohler et de Jacques Paris, Téhéran qui parle ouvertement d'échanges entre les deux Français et l'Iranienne. Thomas. Merci beaucoup Steve pour toutes ces informations. Un mot rapide, il nous reste deux minutes dans ce débat. Olivier Cadic, la justice française, elle est indépendante. Si cette ressortissante iranienne est condamnée, qu'est-ce qui se passe? Sur quoi faut-il compter? Sur une grâce présidentielle du président français? C'est ça qui va peut-être se jouer dans les premières semaines de janvier? Je pense que là, on voit bien que tous les dossiers sont différents, les pays sont différents. La technique utilisée par le pouvoir iranien est maintenant connue. Ça fait partie des pressions qui sont mises. Là, ils affichent clairement la couleur. Donc en disant c'est une libération conditionnée, croisée. Donc effectivement, l'état de droit ne nous permet pas de faire ce que éventuellement peut faire le régime iranien. Ceci étant, il y a des conditions, un environnement qui est là. Tout le monde est lucide par rapport à cette situation. Tout le monde veut voir Cécile Kohler et Jacques Paris revenir, c'est évident. Mais on comprend bien ce jeu cynique qui est face à nous. Et voilà, donc il faut que nous soyons pragmatiques et que nous, encore une fois, que nous agissions avec humanité. Parce que là aussi, il y a une famille qui les attend et qui a envie aussi de les serrer dans leurs bras. Et donc, c'est à ça qu'il faut penser avant tout. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci à tous. Tiens, un dernier mot sur... J'espère que peut-être via nos confrères de beIN Sport ou vers d'autres canaux, Christophe va savoir qu'on a enregistré, fait cette émission. Si vous vouliez lui dire un mot, là, ce serait quoi ? Alors, je lui ai envoyé un mot symbolique pour mon anniversaire. Je sais que dans la cour, il parle à des pigeons. Je sais, par ses avocats. Et donc, je lui ai envoyé un pigeon voyageur symbolique. Et il est revenu baguer avec un petit mot de sa part. Et ben voilà, on reste là-dessus. Merci beaucoup. On vous souhaite vraiment de pouvoir très vite serrer Christophe dans vos bras. Merci à tous d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Public Sénat.